Alors, bonjour. Lors de la séance précédente, en nous interrogeant sur les origines et la spécificité de la philosophie, nous avions donc vu que la philosophie était née en Grèce, donc entre le 7e et le 5e siècle avant Jésus-Christ, donc ce qui correspond en quelque sorte à l'apogée de la civilisation grecque, caractérisée notamment par certains bouleversements sociaux et aussi, mais surtout, caractérisée par l'avènement de la démocratie. On n'en a pas parlé lors de la séance précédente, mais l'avènement de la démocratie, donc qui était un système politique particulier qui a correspondu donc à l'âge d'or de la civilisation grecque, particulièrement à Athènes. L'avènement de la démocratie a coïncidé avec l'essor non seulement des arts, mais aussi donc de la spéculation philosophique. Et habituellement, les historiens de la philosophie considèrent que la philosophie a émergé en particulier grâce justement à cette instauration de la démocratie. Pourquoi? Parce que la démocratie permet le dialogue. La démocratie, c'est l'idée que au lieu de nous faire la guerre, au lieu donc d'instaurer de la violence entre les individus, il vaut mieux dialoguer pour surmonter les conflits, pour surmonter les difficultés. Et c'est cette approche, cette manière donc d'interagir avec les autres, le dialogue, qui d'une certaine manière aussi est consubstantiel à l'avènement de la philosophie. La philosophie naît comme une discipline dialogique. Et cette figure, cette approche dialogique trouve par exemple son illustration chez Socrate, qui, comme je l'ai dit lors de la séance précédente, la figure fondatrice, la figure tutélaire de la philosophie. Socrate, c'est le maître de Platon, Platon lui-même qui est le maître d'Aristote. Et Platon et Aristote sont les deux grandes, ont conçu les deux grandes pensées fondatrices de la philosophie, même si, on l'a vu, il y a eu des précurseurs comme Thalès, Anaximène, Pythagore et d'autres, et j'en passe, ces penseurs présocratiques. Mais véritablement, la philosophie, comme a dit un grand philosophe anglais du XXe siècle, Whitehead, toute la philosophie constitue des notes en bas des pages de Platon et d'Aristote. Ça signifie simplement que dans ces deux grandes pensées, chez ces deux grands penseurs, on trouve donc de manière systématique toutes les grandes interrogations qui vont donner naissance non seulement à la réflexion philosophique, mais nous y reviendrons plus tard, mais qui vont donner naissance aussi aux sciences telles que nous les connaissons aujourd'hui. Mais ça, c'est une autre partie, c'est un des autres axes du programme. Alors, donc nous avions dit que la philosophie était née en Grèce et qu'elle était née comme démythification du monde et comme invention de la rationalité. Aujourd'hui donc, nous allons parler des grandes interrogations philosophiques. Les philosophes ont commencé à s'interroger sur les phénomènes naturels, à conduire ce qu'on a appelé chez les présocratiques plutôt des enquêtes sur la nature, mais ensuite chez Platon et chez Aristote, il y aura tentative donc de constituer un système du monde, c'est-à-dire d'arriver à une connaissance de la totalité, une connaissance de l'univers tout entier à travers donc un système de pensée. Et tout cela donc va se faire autour de grandes interrogations. Et ces grandes interrogations, dans le domaine 1 du programme, il faut être capable donc de les répertorier et d'en dire donc quel en est véritablement le fondement et les finalités. Alors, dans ces grandes interrogations, elles sont au nombre de 3. Il y a l'interrogation métaphysique, l'interrogation anthropologique et l'interrogation axiologique. La philosophie, avons-nous dit, est née donc comme démythification du monde, comme
volonté donc d'articuler, de constituer un discours rationnel qui rende compte à la fois de l'univers, des phénomènes donc naturels, mais aussi donc de l'action humaine. Et parce que la philosophie, si on revient à sa définition d'ailleurs, c'est toujours utile de le faire, la philosophie signifie littéralement en grec, du point de vue de son étymologie, donc l'amour du savoir. Et tout élève de terminale en général sait que le mot philosophie, philosophe, a été inventé selon donc les philosophes grecs eux-mêmes par un des plus grands penseurs de cette période-là que nous avons évoqué. Il s'agit de Pythagore, que nous connaissons tous aujourd'hui surtout comme mathématicien, mais Pythagore était le fondateur d'une grande école de philosophie où certes les mathématiques avaient une grande importance et où donc l'opinion ou en tout cas la conviction était que ce sont les nombres qui constituent le fondement, les grands principes donc de la réalité, qui constituent la trame de notre réalité. Les pythagoriciens donc ont fondé une école de mathématiques dont nous avons encore les résultats jusqu'à présent. Et c'est Pythagore donc encore une fois qui a-t-on dit, a inventé le terme de philosophie. Parce que les grands penseurs dont nous avions déjà parlé, Thalès et bien d'autres, étaient considérés comme des sages, des sophos, des sages. Mais Pythagore, lui, a eu donc, disons, peut-être la modestie de dire que lui n'était pas un sage, mais qu'il était plutôt un amoureux de la sagesse, c'est-à-dire un amoureux du savoir. Le sage est celui qui sait, c'est le savant, c'est celui qui a un savoir encyclopédique, alors que Pythagore dit, lui, qu'il n'est pas un savant, qu'il n'est pas un sophos, un sage, mais qu'il est plutôt un amoureux de la sagesse, un philosophe. Philosophe donc vient de philein, qui signifie donc amour, et sophos, sagesse, donc la philosophie, le philosophe, c'est celui qui est amoureux de la sagesse. Et toute la philosophie peut être définie à partir de cette origine étymologique, de cette invention pythagoricienne en quelque sorte, puisque la philosophie tient sur deux axes. La philosophie, elle est recherche de la connaissance, donc amour du savoir, cela signifie qu'elle est recherche de la connaissance, et de la connaissance dans la totalité de la connaissance, comme aurait dit Aristote, dans la mesure du possible, pour comprendre l'univers, pour expliquer les phénomènes naturels, pour comprendre l'action humaine et pour dire surtout ce que l'homme doit faire. Et ça, c'est justement ce qui signifie donc la deuxième mamelle qui nourrit la philosophie, c'est la philosophie est non seulement recherche de la connaissance, mais la philosophie est un art de vivre. C'est une interrogation sur la manière dont l'homme doit agir conformément à ce qu'il est, conformément